Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre conférence offerte par le collectif Défi. Je tiens à remercier Marie-Ève Leblanc et Marc Lemire d'avoir accepté à la volée de venir présenter une communication suite à une annulation. Puis quelqu'un qui s'appelle Nadia Baudry, je ne sais pas c'est qui, m'a dit on pourrait inviter les gens du Collège Mont-Saint-Louis nous parler de leur expérience d'implantation du dialogue philosophique dans leur collège. Et on trouvait que c'était, en tout cas, moi, je trouvais que c'était une super idée. La coordonnatrice Nadia Bélanger a appuyé sans réserve aussi cette invitation. Puis on est très heureux que vous ayez accepté de venir présenter parce que ça va nous ramener vraiment sur le contexte des classes, de la pratique en salle de classe, avec des élèves, avec tous les enjeux, les défis et les réussites que ça soulève. D'ailleurs, c'est de ça que vous allez nous parler, d'autant qu'il n'y a pas nécessairement quantité astronomique d'implantation de ce type dans les écoles. On connaît Citoyens du Monde pour son succès depuis une vingtaine d'années, peut-être même plus, je dirais peut-être presque 25 ans. Quelques initiatives à gauche, à droite, mais des initiatives comme les vôtres, c'est plus la rareté que la norme. Puis en plus, vous avez gagné un prix pour cette initiative-là, donc on vous félicite en passant. On est très curieux d'entendre ce que vous avez à dire sur les réussites et les défis. Je vous présente très rapidement, à partir des informations qu'on m'a données, Marie-Ève Leblanc, toi, tu es enseignante de français et de littérature, c'est bien ça? Oui. Oui, puis fan de philo, j'imagine, ou de dialogue philo, ou on t'a forcé à t'embarquer dans le projet? Non, c'était pas une obligation. Non. Et Marc Lemire, qui est animateur de développement personnel et d'engagement communautaire, les deux au Collège Mont-Saint-Louis. Je vous souhaite la bienvenue, très heureux de vous avoir parmi nous, au risque de me répéter. Puis, bien hâte de vous entendre. Généralement, on se donne 1 heure. Vous jouez dans cette heure-là comme vous le voulez, en laissant de l'espace, ou si vous n'avez pas envie d'avoir des questions, vous prenez l'heure au complet. Bref, ça vous appartient. S'il y a quoi que ce soit, faites-nous signe. On est là en backup pour gérer peut-être les soucis techniques s'il y en a, etc. Donc, je vous laisserai la parole pour cette conférence très attendue. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Est-ce que tu veux présenter un petit peu notre plan de match? Oui, je vous présente à l'instant le plan de notre rencontre. Donc, présentation des deux intervenants, bon, c'est relativement fait. L'équipe qui nous entoure, le mandat qu'on a reçu, les premiers contacts avec les enseignants, le mode de fonctionnement, le soutien de la Fondation du Collège, le prix, le fameux prix de l'innovation pédagogique de la Fédération des écoles et établissements privés. Quelques considérations sur le fait d'animer des jeunes, ensuite sur le fait d'animer des adultes. Les défis que l'on a rencontrés, nos expériences d'animation et l'expertise terrain qu'on a développée, la formation des nouveaux praticiens qu'on a entrepris, ainsi que des propos sur l'avenir. Donc, voilà le menu de la journée. On s'est dit que... De la journée, on est là pour la journée? Non, c'est parce que... pas, là. On s'est dit qu'on vous parlerait peut-être justement une trentaine de minutes. Bon, c'est pas chronométré. On a établi ce qu'on voulait dire, mais si au fur et à mesure, vous voulez poser des questions, bien à l'aise avec ça. Des fois, c'est plus facile au fil de la rencontre qu'à la toute fin. Mais, on ira au gré de vos besoins ici. Très, très excité de vous présenter notre travail aujourd'hui parce qu'on a toujours le nez dedans. Pas si souvent l'occasion d'en parler. Donc, pour nous, c'est une super vitrine puis une belle reconnaissance d'un projet qui n'est pas vieux. Mathieu Gagnon, vous nous avez présenté déjà. Moi, j'enseigne depuis 20 ans au Mont-Saint-Louis. Donc, oui, intéressée par la philosophie. Je ne peux pas dire, par contre, que j'ai un bagage théorique en philosophie autre que ma formation chez SEV pour animer de la philosophie. Pourquoi on est allé me chercher? Bien, parce qu'on a remarqué quand même que les langues, le français et la littérature que j'enseigne a une option en 5e secondaire. Moi, j'enseigne une littérature qui est beaucoup une option de création littéraire pour les élèves de 5e. J'ai un club de lecture aussi en 5e secondaire pour échanger sur différents livres. Participer beaucoup à des comités pédagogiques. Je suis hyper intéressée par le dialogue, la recherche pédagogique.
Et surtout répondre aux besoins du milieu et des élèves. J'aime beaucoup relever des nouveaux défis. Donc, je pense qu'on s'est dit que Marc et moi, on ferait une bonne équipe. Marc est au collège depuis 29 ans, c'est ce que j'ai compris. Animateur de développement personnel et d'engagement communautaire. Il faut toujours que je lise son titre. Je ne le retiens jamais, mais je ne suis pas la seule. Donc, à deux, avec son bagage, tu peux peut-être nous parler de ton bagage en philosophie? Je suis déjà diplômé de philosophie dans les années 80 à l'Université de Montréal, donc, et je suis retourné à l'université pour le certificat en philosophie pour enfants récemment, que je termine cet hiver avec Samuel Nepton. Alors, et puisque j'ai le mandat de voir au développement personnel des élèves, très vaste comme mandat quand même, la philosophie était comme un peu, j'étais comme une des personnes désignées du fait de ma formation et de mon mandat. C'est pas rien, le Marc est responsable du développement personnel de 1400 élèves. Là. C'est Je viens de dire ça. Là, ça se peut que j'en échappe en cours. Voilà, on n'est pas seul là, dans le mandat de ce qui est devenu l'approche philo. Il y a 3 autres collègues qui ont été formés par Sèvres. Jacinthe Laplame, enseignante en mathématiques de 3e secondaire. Annie Derèche, enseignante d'art dramatique, qui s'occupe davantage du volet parascolaire depuis. Et Pierre-Laurent Guénette, un fier allié, enseignant d'anglais. Donc, la philo se vit dans 2 langues au collège. Donc, ces gens-là, c'est une équipe qui me permet aussi des fois d'alléger ma tâche d'animation parce que j'enseigne aux 2 tiers. J'ai une tâche 2 tiers d'enseignement et tiers d'animation de CRP, partout de communauté de recherche philosophique dans l'école. Donc, voici notre équipe. Maintenant, je vous raconte l'histoire, comment on en est venu à faire de la philo pour enfants au Mont-Saint-Louis. Ça commence dans l'année post-pandémique, en fait, 2019-2020. La directrice générale m'accroche dans le corridor, presque, on peut dire, et me parle de philosophie pour enfants. Elle avait lu Frédéric Lenoir. Et elle me dit, Marc, ça serait bien qu'il y ait un espace pour que les jeunes puissent s'exprimer sur les enjeux de l'époque, puissent prendre la parole dans un contexte qui ne serait pas nécessairement le contexte régulier habituel. Alors, moi, je m'inscris. Moi, je suis bon soldat. Alors, je m'inscris au certificat en philosophie à l'Université Laval, en philosophie pour enfants à l'Université Laval. Et là, subitement, la directrice générale, qui a la suite dans les idées, nous convoque, Marie-Ève et moi, je pense que c'était au mois de mai ou juin, peut-être mai 2021. Et elle nous dit, je vous confie la tâche de mettre sur pied un programme de philosophie pour enfants. On a carte blanche, mais l'idée, c'est, vous êtes soutenu par la direction et puis Marie-Ève sera libérée d'un cours, donc d'un tiers de tâches. Et moi, je pourrais consacrer le temps que je considère nécessaire. Et on entend parler évidemment que ce n'est pas un petit programme parascolaire qu'on veut qu'on implante, mais une grosse affaire, quelque chose qui rejoindrait tous les élèves. Alors, donc, on a le mandat de donner la parole aux élèves sur les sujets de l'époque. La directrice générale considérait qu'il était devenu de plus en plus difficile de prendre la parole sur certains sujets qui étaient très polarisés. Il y avait beaucoup de non-dits, il y avait beaucoup de peur aussi chez les élèves, chez les membres du personnel. Donc, le terrain était, à bien des égards, le terrain était miné sur beaucoup de sujets. Alors, on voulait qu'on puisse parler. Évidemment, la philosophie pour enfants a un mandat tout autre. Il y a un mandat comme historique de Matthew Lipman qui est de viser l'autonomie de la pensée et la rigueur. Donc, pour nous, il s'agissait d'opérer la rencontre entre ces 2 mandats-là. Il fallait, évidemment, parce que je savais ce que je connaissais de la philosophie pour enfants, il fallait aussi valoriser l'autonomie de la pensée, la rigueur de la pensée, mais aussi il fallait s'aventurer sur des terrains avec des élèves du secondaire, sur les terrains éventuellement minés. Alors, on ne pouvait pas se considérer de faire de la philosophie sur des grands sujets philosophiques neutres. Donc, il fallait vraiment s'aventurer là où c'était délicat. On donnera quelques exemples tantôt. Oui. C'est une belle intuition qu'a eue la directrice du collège. Ça nous préoccupait beaucoup comme milieu d'enseignement de voir que des sujets, puis là j'essaie de me remettre dans le contexte là, pendant la pandémie, là, en 2021, que ça soit, je me souviens d'un sujet qui était le port de la jupe. Le port de la jupe dans les écoles privées, l'intervention quant à la longueur de la jupe.
Vous allez dire, c'est pas nécessairement un sujet polarisant, mais ça l'était. Il y avait des articles de journaux qui sortaient là-dessus. C'était parfois aussi l'emploi de différents mots au contenu plus délicat dans des œuvres littéraires. On voyait qu'il y avait des renvois, on voyait que la perspective changeait beaucoup. Puis là, les enseignants avaient peur. Les enseignants avaient peur. On sentait un besoin d'expliquer des choses aux élèves. Puis c'est cette intuition-là qu'a eu Mme Drolet en se disant, il me semble qu'on a le devoir d'accompagner les jeunes dans ces réflexions-là. Et si on trouve un terrain où les émotions ne sont pas au cœur de la procédure, si ce n'est pas un débat, justement, si ce n'est pas trop chargé émotivement, on va peut-être réussir à trouver une façon de découvrir ces sujets-là, d'en parler et peut-être de désamorcer aussi des tensions à propos de ça. Puis aujourd'hui, 4 ans plus tard, je peux dire que son intuition, selon moi, était juste. Il faut dire aussi qu'il y a certaines choses qui se sont apaisées, mais c'est d'autres enjeux sinon qui s'invitent si certains s'apaisent. Je dirais ça. Alors, on nous confie un mandat, et puis la première chose qu'on se dit, nous, c'est il faut aller rencontrer les enseignants, parce que si on veut que ça s'implante, ça va se faire avec les enseignants, avec la collaboration des enseignants. On n'a quand même pas le mandat de rentrer dans les classes puis de dire aux enseignants, tassez-vous, on arrive avec la philo. On s'est dit, ça va se faire en enrichissement de matière, c'est-à-dire on va s'accrocher aux matières et on fera de la philo à partir des différentes matières qui sont enseignées. Donc, pour ça, il faut la collaboration des enseignants, il faut que les gens comprennent bien notre projet. Et on est décidé d'aller voir les enseignants de ce qui était à l'époque les enseignants d'ECR, éthique et culture religieuse, qui sont maintenant les CCQ. Mais pour des raisons respect de la chronologie, on va les appeler les profs d'ECR. Alors, on s'est organisé une réunion avec les profs d'ECR et parce qu'on se doutait bien qu'il était possible que les profs de CR estiment qu'on soit un peu dans leur talle. Et on n'avait pas tout à fait tort. C'est un mandat un mandat de qualité quand même, qui nous était confié. Et les professeurs de CR nous ont reçus, je dirais, avec une certaine fraîcheur, en disant qui êtes-vous pour prendre en charge ce mandat-là. Et de nombreuses questions ont été soulevées quand même lors de cette rencontre-là. On craignait dans un premier temps que la posture, une fois qu'on a expliqué la posture de la philosophie pour enfants, que la posture de l'animateur, qui, on le sait, n'est pas celui qui va faire des interventions de nature éducative. Il y a une posture, une forme d'humilité dans la posture de l'animateur. On craignait que de perdre le contrôle du groupe, que les élèves disent des choses par provocation, adolescence oblige, que ça soit une source de problème si on n'est pas là pour recadrer les élèves sur ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, les comportements acceptables, inacceptables. Donc, dans un premier temps, il y avait une crainte au niveau de la posture de l'animateur. Dans un second temps, on craignait qu'on arrive avec des sujets, qu'on viendrait doubler des sujets qui sont abordés déjà en classe en disant, nous déjà, on traite déjà de l'avortement, vous arrivez, vous parlez d'avortement. Bon, c'est un exemple, il y avait un petit souci à l'effet qu'on puisse multiplier les sujets, c'est-à-dire les interventions sur un même sujet. Mais de toute façon, comme on l'avait remarqué, il n'y a pas d'intégration collégiale des sujets. Un sujet peut être abordé à différents niveaux, de différentes façons, dans différentes matières. Il n'y a personne qui se pose la question, est-ce qu'on doit aborder l'avortement ou le droit des femmes une fois dans le curriculum secondaire ou est-ce qu'on peut l'aborder différemment, donc à différents moments? Donc, c'est un faux problème finalement parce qu'en éducation, on parle souvent des mêmes affaires à différents niveaux, sous différents angles. Donc, c'était pas le nœud du problème. Le nœud du problème était plus la posture de l'animateur. L'animateur qui lui, ne sait pas, en fait, qui n'a pas de contenu à transmettre, ça fatiguait les enseignants, ça. Alors, ensuite, dans un second temps, on l'a présenté en Assemblée générale en expliquant qu'on invitait les professeurs à nous faire signe s'ils souhaitaient qu'on inscrive une communauté de recherche philosophique dans le prolongement d'un de leurs cours. Et rapidement, on a eu une assez bonne réponse. D'ailleurs, les premiers à répondre ont été les professeurs d'éthique et culture religieuse. Alors, passé le premier malaise, je pense qu'il y a eu une bonne collaboration. C'est devenu nos meilleurs alliés, presque, on peut dire. Tout à fait. Donc, j'enchaîne un petit peu avec le mode de fonctionnement. Marc en a déjà parlé. Dans le fond, ce qui caractérise un petit peu l'approche philo, c'est peut-être justement de sortir du cours de maintenant CCQ, quand même
C'est sûr que la philosophie pour enfants est un bel allié, là. C'est inscrit aussi dans certains outils développés dans ce cours-là, mais c'est de le sortir puis de permettre à toutes les matières, à tous les profs qui désirent donner cette approche-là à travers un thème, de pouvoir le faire. Donc, on nous interpelle. Je vous donne des exemples de matières avec qui on fait affaire. Beaucoup français, évidemment, mathématiques, arts plastiques, sciences, univers social. Donc, on s'accroche à des thèmes qui sont travaillés en classe, des fois à la suite de la lecture d'un roman, donc comme activité de consolidation, pour voir ce que les élèves en ont retenu et pour voir si à partir de cette lecture-là, ils sont capables de dégager des questions philosophiques, à quoi ils s'intéressent. Donc, de donner, c'est une belle ouverture en fin de projet, de prendre le temps d'y poser un regard philosophique. Donc, on est une équipe volante qui vient proposer des ateliers, dans le fond, à tous les niveaux, là, de secondaire 1 à 5. On est 2. Donc, c'est sûr que c'est un super beau projet. Par contre, on en fait faire à tous les élèves, mais on n'en fait pas faire tant que ça. C'est le bémol pour l'instant avec notre effectif. Donc, on peut avoir de 2 à 4 projets par classe, donc par niveau secondaire. Ce qui fait qu'en bout de ligne, on en fait à peu près 12, 13, 14 par année. Quand on entreprend un projet, c'est qu'on visite 9 groupes. On a à peu près 9 groupes, nous, par niveau. Comme on scinde la classe en 2 pour faire nos communautés de recherche philosophique, l'enseignant va se promener d'un groupe à l'autre, assurer la gestion, et puis être un peu en retrait, voir comment ça se passe. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on est capable de faire. Avec les autres enseignants qui ont été formés, c'est sûr que des fois, ça allège un peu parce que quand on est dans leur groupe, ils vont faire une partie d'animation. Donc, on est en train justement, puis on en parlera plus tard avec la formation là, de d'autres collègues, d'assurer, de développer plus de projets au fil du temps pour que ça soit une activité vécue plusieurs fois par année par les élèves. Il y a quelqu'un qui me disait d'ailleurs, c'est la technicienne en éducation spécialisée, Cassandre, que les élèves lui avaient demandé pourquoi on n'en fait pas plus. Donc, c'est un commentaire qui a été fait cette semaine par les élèves. Donc, c'est accueilli très positivement. Je vous donne des exemples de thèmes. Ça aussi, c'est super concret. Je vous disais qu'on avait... la semaine prochaine, on s'en va justement en 5e secondaire. Ils sont en train de lire un livre qui s'appelle « Petit pays », qui parle du génocide rwandais. Et dans ce livre-là, bon, j'y faisais allusion tout à l'heure, le livre contient le mot en haine. Et on propose une activité où justement, on invite les élèves à se mettre dans la position d'enseignant. Donc, comme déclencheur, une mise en situation, on sort du livre, on a créé une situation de ségrégation de toutes pièces, une fiction dans un petit dialogue. Et ensuite, les élèves doivent se prononcer. Ils sont une équipe d'enseignants. Ils doivent décider s'ils mettent au programme le livre ou non. Et ensuite, une fois qu'ils nous donnent la réponse, si oui ou non ils font lire le livre à leurs élèves, ils doivent, la recherche part là-dessus, ils vont nous expliquer les raisons, les arguments, pourquoi ils choisissent ça, puis on va orienter notre recherche à partir de ça. Donc, ça, c'est notre prochain projet qui commence la semaine prochaine. En 4e secondaire, en CCQ, on a parlé plutôt cette année de la culture d'annulation. En français de secondaire 1, d'intelligence artificielle. En secondaire 2, on est allé visiter en CCQ les élèves pour interroger leur rapport aux technologies. On a parlé de temps d'écran. On a trouvé des questions philosophiques en lien avec ça parce que ça interpellait beaucoup l'enseignant. En 5e secondaire, on a parlé en arts plastiques du deuil avec les élèves parce qu'ils allaient créer un livre d'artistes sur ce thème-là. Donc, pour préparer tout ce que pouvait contenir ce thème, en tout cas pour l'explorer ensemble, l'enseignant a décidé de le faire sous l'approche philosophique. Ça a été très touchant. Secondaire 5 aussi, on a vu les élèves récemment pour parler de l'âge adulte, de ce qui s'en venait, de ce qui les préoccupe, encore une fois avec l'angle de la CRP. Oui, lors des ateliers, c'est là que j'en glisse sur un premier bout. Donc, on fonctionne avec la CRP là, classique, la communauté de recherche philosophique. Mais on arrive toujours avec ce tableau-là. Là, il y a des reflets, hein, c'est pas super clair. D'un côté, on a des habiletés de recherche. On les a nommées comme ça. En fait, ce sont des qualités sociales à développer par les élèves. Donc, participation active à la recherche par l'écoute et la prise de parole. Référence explicite aux idées d'autrui.
respect du droit de parole et respect et ouverture à l'égard des idées différentes. Des fois, au premier cycle, quand je vois un groupe arriver, je me dis que c'est peut-être juste ça que je vais travailler. Qu'on va travailler seulement l'écoute pour arriver éventuellement à placer avec eux l'utilisation d'outils de la pensée. Donc, les habiletés de la pensée, on les caractérise d'outils. Marc et moi en avons choisi 12 qu'on utilise très souvent. Dégager des présupposés, fournir un argument, émettre une hypothèse, distinguer, définir, reformuler, dégager des conséquences, donner un exemple, examiner l'envers d'une position, comparer, proposer des critères et classifier. Évidemment, là, on fait appel à d'autres au besoin, mais ce tableau-là nous sert de toile de fond. Donc, on peut y faire référence comme animateur, on peut donner des défis aux élèves aussi, de repérer, d'identifier des outils utilisés pendant la communauté de recherche. On l'a utilisé également pour faire d'autres activités, là. Donc, ça, on se promène avec notre lourd tableau. Voilà. Donc, du côté académique, c'est comme ça que ça se passe, notre collaboration avec les enseignants, les sujets qu'on traite, la forme de la CRP, l'utilisation de ce matériel-là. On a aussi développé un volet parascolaire. Donc, volet parascolaire, c'est une offre. On s'est dit, on l'a vu tout de suite qu'il y a des élèves qui en mangeaient de la philo. Ils aimaient ça. Et ce qui est le plus beau à voir, c'est qu'il y a des élèves qui ressortent dans ces ateliers-là, qui ne ressortent nulle part ailleurs. Des élèves qui bouillonnent intellectuellement là, devant nous. Là. Il y a 2 semaines, j'étais dans une CRP en mathématiques qui m'effrayait profondément parce que les élèves avaient choisi la question, est-ce que l'infini est vraiment infini? J'étais pas si à l'aise et je me demandais bien où on allait aller avec ça, mais je voyais vraiment que les élèves étaient hyper interpellés par cette question-là. Et ça, c'est très, très beau. Donc, des fois, on va cibler des élèves comme ça, puis on va les inviter à participer à un parascolaire. Dans le fond, on se rencontre après l'école, 1 fois ou 2 semaines. Puis là, avec eux, on développe des activités. C'est un beau laboratoire. Tu as développé plein d'activités, Oui. toi, Marc, pour tester, faire des jeux sur les outils, sur les différents champs de la philo. Mais tu sais, jamais des cours de philo, là. On parle pas des grands philosophes. On les fait philosopher, mais on sent qu'on a un petit peu plus de marge de manœuvre. On en a une dizaine, habituellement. Puis là, on vient de conclure, on essaie de partager l'année, premier cycle, deuxième cycle. On vient de finir avec le deuxième cycle. On est allé au musée Pointe-à-Calière avec eux sur l'exposition sur les sorcières. Puis on a visité l'expo comme déclencheur. Puis après ça, on s'est réunis dans un petit coin de Pointe-à-Calière pour discuter d'un aspect philosophique un peu plus de l'expo qu'on venait de voir. Donc, ça a été notre activité clôture. Donc, voici pour l'aspect parascolaire. Ça vaut la peine que je mentionne le soutien financier de la Fondation parce que c'est un élément important. L'argent est un élément important, je le rappelle pour ceux qui auraient manqué le mémo. D'abord, les bannières, on en a 2 comme ça, c'est quand même, ce sont des bannières déroulantes, ça a l'air simple, mais c'est quand même un peu d'argent. Marie-Ève doit souvent se faire libérer d'un cours pour animer, donc il faut que quelqu'un paye son remplaçant, sa remplaçante. Quand on a la sortie au musée, c'est la Fondation qui paye. Quand on était allé, on était allé au colloque philo-ado chez Sébastien, qui est probablement en ligne, à Québec, à Lévis, pardon. Et bon, c'est la Fondation qui ramasse la facture. Donc, c'est quand même pas négligeable d'avoir la Fondation de l'école qui nous soutient. Bien évidemment, c'est du donnant-donnant. C'est quand même, il y a comme les communications aiment bien aussi rendre compte des activités qu'on fait. Là. Après tout, on justifie un peu. On est une activité qui justifie l'existence de la Fondation. Donc, le soutien financier est important. Ça, il faut bien le dire. On s'inscrit, c'est ça, on s'inscrit dans un volet qui est nourrir l'espoir. Oui. Pas rien, là. On nourrit l'espoir. On fait partie du plan de communication de la Fondation, il faut bien le dire. C'est correct, c'est de bonne guerre, là, mais c'est ça. On fait partie. On est un morceau important. Tout à fait. Ça a peut-être fait en sorte justement que l'année passée, on a décidé de parler de l'approche philo. Une fois qu'on l'a eu implanté, testé, même si on est encore quand même à nos premières armes, là, on fait ça aujourd'hui en toute humilité. Je tiens à le dire. Donc, c'est très, très récent, très nouveau. Mais on en fait beaucoup, par exemple. Puis je pense que c'est là qu'on finit par avoir rapidement une expertise. Là.
On aurait fallu qu'on compte le nombre d'ateliers qu'on a animés depuis 3 ans. On en fait vraiment beaucoup. On peut estimer qu'on en fait une centaine par année. Là, si on... 5 niveaux fois 2 en partant, il y a 8-9 groupes par niveau. On ne tient pas une comptabilité exacte. Ouais. On tourne autour de la centaine. Là. On en voit beaucoup. C'est pour ça qu'on a remporté le prix d'innovation pédagogique de la Fédération des établissements d'enseignement privé. Et dans le cadre de ce projet-là, on a une petite vidéo à vous présenter. C'est intéressant parce que vous allez entendre les élèves en parler. Et ça dure 3 minutes, si vous nous permettez. Alors, ça va être très concret. On lance le partage. Pas d'inclure le son. Oh, non, je l'ai. Non, c'est pas inclus. Je ne l'ai pas inclus. Non. Je recommence. On lance le partage. C'était un mystère. Je pensais juste que j'allais toucher à la philosophie en commençant le cégep. C'est un moyen d'arriver à comprendre les opinions des autres, d'arriver à développer nos propres opinions. Donc, une CRP, c'est dans le fond, c'est un prétexte pour discuter, pour élaborer sa pensée, la construire. C'est une recherche de vérité, c'est une recherche philosophique, c'est moins théorique. C'est pas obligé d'être Aristote, Descartes et tout. L'objectif, c'est d'apprendre aux élèves à penser par et pour eux-mêmes. Quand on apprend à connaître les gens, c'est à ce moment-là qu'on développe beaucoup d'empathie. Quand les élèves s'expriment, on les encourage à avoir recours à ce qu'on appelle nos outils de la pensée. Les outils de la pensée permettent d'exprimer leur pensée de manière rigoureuse. Donc, on ne fait pas juste réfléchir, mais on apprend aussi à s'exprimer. Une CRP, c'est toujours un demi-groupe assis en rond. L'animateur fait partie du cercle. Ça permet de connaître des élèves qui parlent moins d'habitude, qui sont plus réservés. On commence une CRP par une pratique de l'attention. 3 à 5 minutes de pleine conscience. Il faut être beaucoup plus calme quand on fait des CRP. L'excitation, ça peut prendre le dessus. Ensuite, on doit présenter un déclencheur qui va permettre d'aborder les thèmes. Des fois, on aborde des sujets très tabous, méconnus, difficiles. Après ça, on établit genre une question sur laquelle on veut se concentrer. Une question à laquelle Siri ne peut pas répondre, qui vient pour une fois des élèves. Il risque de beaucoup plus participer si c'est le cas. Et puis à partir de cette question-là, on démarre avec nos outils de la pensée. On a des élèves qui parlent, qui s'expriment, qui se relancent, qui échangent. Vraiment lui laisser le temps de dire ce qu'il a à dire sur le sujet. Il faut que tu écoutes les autres, il faut que tu t'ouvres l'esprit. On n'est pas dans des débats, on est dans des dialogues. On s'écoute, on respecte l'opinion de l'autre. Puis tout à coup, revenir sur sa position et faire « j'ai fait du chemin finalement, puis ce que j'ai dit tantôt, je ne le pense plus vraiment. » On ne termine pas nécessairement avec une conclusion. Parfois, on termine avec beaucoup de points d'interrogation. Puis s'ils continuent à réfléchir après, ben là, on a encore plus fait notre travail. Si on est juste avec nous-mêmes et qu'on se pose des questions, on ne va pas nécessairement arriver à une réponse ouverte et claire. Donc, entendre quelqu'un qui dit une opinion qui va contre mes valeurs, moi, je trouve ça magnifique parce que ça m'aide à apprendre sur cette personne et aussi, ça m'aide à réfléchir sur moi-même. Depuis que je participe au CRP, je suis plus ouvert à la vie des autres. Parce que ça aide à développer comment on pense, comment on agit, comment on communique. Ils sont beaucoup plus capables d'écouter. Et ça, c'est hyper important. Ça m'a un peu aidé à éviter de me fâcher trop facilement quand je suis pas d'accord avec quelqu'un. Les relations s'améliorent. L'élève voit qu'on respecte son point de vue, qu'on lui donne la place pour s'exprimer. Être capable de faire des CRP, c'est être capable de comprendre qu'on est différent et qu'on pense pas tous pareil. Vous êtes des êtres complexes. Respectez puis célébrez votre complexité. Ça apporte justement peut-être la confiance en soi pour certains élèves également qui ont osé prendre la parole. Avec les CRP, je peux me pratiquer à exprimer mes opinions, à trouver les bons mots pour décrire ce que je pense. Ils voient la valorisation que leur point de vue a. Par la suite, ils vont pouvoir découvrir à quel point c'est utile dans toutes les sphères de leur vie. Une société avec plus de philosophie, c'est une société plus grande qui avance mieux. C'est bon? On est revenu? OK. Mais je pense qu'on aurait pu faire finalement, éviter notre présentation, vous présenter la vidéo, ça disait tout. Et surtout, c'est concret, vous entendez les jeunes en parler. Je suis rendue à un point justement où je vous parle d'animer les jeunes. Moi, je suis tellement charmée par cette nouvelle façon de faire. Ça fait 20 ans que j'enseigne, surtout le français, là. Et ce que m'apporte, moi, l'animation philosophique, c'est le changement de posture. Et ça a changé mon enseignement aussi. Je ne sais pas si aujourd'hui je m'adresse à des futurs profs. On m'avait dit que c'était peut-être le cas. Il y en a quelques-uns, oui. Oui, écoutez, c'est précieux parce que comme enseignant, on reçoit beaucoup de questions. Les élèves nous questionnent.
Et souvent, moi, je me sais qu'en début de carrière, j'étais souvent stressée en me disant, et si je n'ai pas les réponses? Et si je ne connais pas tout? Je ne connaissais pas tout. Et puis, la recherche, puis tranquillement, avec l'expérience, on accepte de revenir avec des réponses. Mais là, c'est vraiment plus clair à quel point il faut simplement chercher avec eux. Et même maintenant, quand je me présente dans le cadre d'un autre cours, ça peut être en littérature, avec un texte qu'on ne comprend pas tout à fait, je trouve ça mieux de ne pas comprendre tout à fait le texte parce que je sais qu'à ce moment-là, il y aura de l'espace pour de la recherche et que je ne vais pas imposer ma façon de voir les choses. Et ça, je trouve que d'arriver avec cette posture-là en enseignement, avec un besoin de l'élève, mais le besoin est réel. Moi, quand je participe à une recherche comme animatrice, de plus en plus, je me dis participante, je leur laisse la place, mais je sors aussi grandi de cette recherche-là qu'eux. Ils sont hyper impressionnants. Les élèves comprennent en faisant dès secondaire 1 très vite la posture, très vite la qualité d'écoute qu'on leur demande, la participation. Les questions philosophiques, on en a dès le début. Ils choisissent toujours la question la plus étrange, comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure, mais ils embarquent, puis ils sont si brillants. Ils me jettent par terre. C'est certain qu'on a des enjeux là, quand même. Premier cycle, énormément de participation. Beaucoup. Des fois, plus turbulent. Deuxième cycle, c'est ça qui est parfois difficile à voir. L'enjeu peut être la participation. On se regarde davantage. On se censure davantage. On connaît l'impact de nos propos. Donc, ça, on a des fois le danger du consensus, le danger du relativisme, le danger de dire ce qu'on attend de nous aussi. Correct, mais on cherche quand même, on ne cherche pas toujours le consensus, hein, on cherche à examiner des positions différentes aussi. Donc, c'est certain que parfois, il y a des profs qui trouvent qu'on est... c'est épeurant de se présenter devant des jeunes sans contenu, en ayant besoin d'eux, parce que c'est ça. On faisait la blague en animant nos collègues l'autre jour. Nous, on ne peut pas dire, je ne sais pas, moi, allez faire telle page dans votre cahier, ou encore, c'est ça, lisez votre livre. Tu sais, si jamais la discussion pogne pas, comme on dit, si la mayonnaise ne prend pas. Donc, il faut qu'on développe toutes sortes de stratégies. Puis, on le fait, hein, Marc, développer des stratégies. De plus en plus, on s'adapte, on est capable de jauger le groupe qu'on a. On sait quand on peut retourner Et ça, c'est vraiment d'assister à des ateliers à Lévis, là, avec Sébastien Hiergeau et sa gang, là, que j'avais vu plein de trucs qui, justement, avaient été utilisés par Nadia Baudry, d'envoyer en petites équipes, revenir, faire écrire les jeunes au tableau, faire de la philo debout. Ça, j'avais trouvé ça vraiment très, très chouette l'année passée. Donc, notre objectif, c'est de prendre de plus en plus de développer des variantes, des façons de faire différentes pour toujours surprendre les jeunes. Si on en fait beaucoup, pas qu'ils se disent « Ah, je connais la formule, c'est toujours la même chose ». Donc, on change nos déclencheurs. Puis, on teste. On a même développé un jeu de société. Des fois aussi, on veut changer aussi la façon de faire juste parce qu'on a le goût de remuer un peu un vendredi après-midi. On dit, on fait ça un peu différent. Oui. Donc, moi, je te laisserais enchaîner avec l'animation des adultes. On avait de l'ambition parce qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, on voudrait tester des choses avec les adultes. Alors, on a inventé la formule qui est passée à l'histoire. On appelait ça le fil apéro. Parce que c'était offert aux membres du personnel à 4 heures après le travail avec un verre de vin, donc fil apéro. On se dirait, on les attire avec la philo ou avec le vino. Et on avait un sujet chaud, on s'est dit, c'est vrai pour les ados, c'est vrai pour les adultes, il faut travailler les sujets sensibles. La direction nous a regardé aller et on a proposé aux membres du personnel un sujet qui était assez chaud, c'était la place de la région à l'école. Et ça n'a pas très bien été. Je pense qu'on était allé un peu vite en affaires. On aurait dû travailler des questions plus fondamentales, demander à définir ce qu'était la religion, s'il y avait plusieurs formes de religion, la différence entre la religion et la pratique religieuse, la croyance. Il y avait un travail de défrichage, mais on voulait aller dans les questions éditoriales, disons. Et disons que les émotions se sont invitées. Oh, la cloche. Ça a été notre première expérience, mais qui nous a laissé un peu amer. Mais par la suite, la direction a quand même décidé de nous demander d'animer lors des journées pédagogiques à 2 reprises
des membres du personnel, des collègues, en disant, vous avez développé une méthodologie, allez-y donc. Une fois, c'était lors d'une journée pédagogique, ça consistait à animer des groupes sur l'éducation, l'environnement. Et lundi dernier, on a travaillé l'intelligence artificielle avec 2 groupes de membres du personnel. Donc, évidemment, on découvre qu'animer des adultes, ce n'est pas comme animer des adolescents. Il y a une adaptation à faire, comme on pourrait dire qu'animer des enfants de maternelle, ce n'est pas des adolescents. Les adultes, moi, je considère qu'il y a une adaptation à faire. On ne peut pas arriver avec le même gabarit exactement, parce que pour la raison, et ça, je ne demande pas à Marie-Ève d'endosser ce que je vais dire, parce que c'est assez récent comme conclusion, c'est que les adultes sont peut-être moins naturellement enclins à adopter une posture de chercheur ou de co-chercheur parce qu'ils estiment être arrivés à quelque part. Ils ont trouvé. Alors, la recherche, alors qu'un élève de secondaire 1, quand tu lui parles d'un sujet, il fait 3 phrases, puis je pense souvent, il a fait le tour de sa réflexion sur un sujet qui vient d'apparaître sur son radar. Alors que l'adulte, lui, a déjà réfléchi, et c'est pas bête ce qu'il dit, là, mais simplement, quand on fait de la recherche, il faut comme un peu lâcher sa position, puis laisser la parole circuler. Alors, il y a des défis à animer les adultes qu'on retrouve moins chez les adolescents. Alors, c'était une des conclusions que j'ai tirées de notre journée de lundi, où on a quand même animé 15 adultes et ensuite 10, 15 le matin, 10 l'après-midi. Alors, donc, on fait aussi un peu d'expérience sur le terrain d'animation des adultes. Ce n'est pas le gros de notre travail, mais la direction aime bien qu'on sorte l'approche philo aussi lors des journées pédagogiques. Et moi, je trouve ça vraiment trippant de savoir que maintenant, la philosophie est devenue un outil pédagogique pour les adultes du collège lorsqu'on rencontre des sujets qui nous interpellent, comme l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe, que ça puisse devenir une façon de faire, d'avoir une communauté de recherche là-dessus. Et on a quand même vécu des expériences, Marc, je tiens à revenir là-dessus, les gens ne partaient pas. Ça, c'est quand même plutôt rare quand une formation se termine, qu'on doit mettre les gens dehors, là, parce que les gens voulaient continuer à en parler. On a dépassé de 15-20 minutes, puis là, on a dit allez faire vos bulletins, parce qu'on était en remise de bulletins en même temps. Donc, ça répond vraiment à un besoin, là. Et ça, moi, je suis très, très fière du milieu de l'utiliser aussi pour les directions que l'école veut prendre en prenant le temps de réfléchir. C'est très beau, je trouve. Tout à fait. Défis et questionnements pour la suite des choses. Ça se peut que vous ayez l'impression qu'on est sur un boulevard. C'est parce que justement la cloche a sonné. Donc, on est pourtant dans une place qui s'appelle le Localme, avec un beau jeu de mots. Mais à l'extérieur, ça ne l'est pas. Les défis, les questionnements, la philosophie pour enfants, l'approche philo, c'est un enrichissement de la matière. Mais qu'est-ce que font les enseignants avec cet enrichissement-là après? Des fois, c'est vraiment réutilisé en classe. Des fois, c'est l'espace d'un atelier. Donc, je pense que la suite des choses n'est pas toujours la même là, pour chaque enseignant. Est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact de l'approche philo sur les jeunes? Pour l'instant, c'est des impressions qu'on a. Là. On a l'impression que ça fonctionne bien, on a l'impression qu'ils aiment ça, qu'ils sont bons. Mais encore, on n'a rien de très scientifique à proposer là-dessus, sur les retombées. Voilà. Est-ce qu'on peut arriver à en faire plus de fois par année aussi? Puis, est-ce que la formule va être pérenne? Est-ce que ça s'appuie sur nous? Est-ce qu'après ça, si nous, on n'est pas dans cette animation-là, ça va continuer? Puis, de quelle manière? Donc, c'est de travailler à l'inscrire un peu dans pas juste que ce soit pas la mode de ces années-ci, mais que ça reste vraiment dans l'essence du Mont-Saint-Louis, qu'on arrive à l'inscrire de manière durable dans ce qui est notre collège. Tout à fait. Dans cet esprit-là, on a commencé, on a initié la formation de collègues à l'approche philo. Un peu parce que Sèvres ayant fermé, il y avait comme un vide. Je sais que des organismes se mettent tranquillement sur pied pour offrir la formation, mais on savait que nos collègues étaient plus ou moins intéressés à s'engager dans une formation assez longue quand même, qui implique... Nous, on s'est dit avec la direction, est-ce qu'on pourrait faire notre propre formation qui se ferait pendant les heures de cours, dans les journées pédagogiques. Donc, les membres du personnel, d'abord, n'ont pas à débourser. Deuxièmement, n'ont pas à se déplacer. Alors, on a conçu une formation relativement compacte qui permet d'initier 7 enseignants et enseignantes à l'approche philo. Donc, les fondamentaux,
de l'approche philo. Et aussi, c'est une approche qui nous permet de les inviter à venir nous voir, nous observer et éventuellement de co-animer avec nous parce que comme on anime souvent, donc ils n'auront pas à se déplacer pour voir le fonctionnement de la formule. Donc, c'est une formule qui est très axée sur l'acquisition d'habilités directement utilisables sur le terrain. Ce sont des enseignants qui souvent nous ont vus déjà animer de toute façon, donc ils ont déjà une bonne idée, là. Alors, on a déjà commencé, on a notre petite formation maison. On a fait déjà deux séquences de 2 heures. La troisième s'en vient. Ensuite, on tombe dans moment d'observation, co-animation. Donc, tout à fait. Donc, c'est une formation de 10 heures qu'on a montée puis qu'on teste cette année. Il y en a peut-être qui ne feront pas grand-chose avec ça. C'est ceux qui sont interpellés, qui veulent peut-être changer justement leur posture d'enseignant aussi. Simplement à développer une activité dans leur classe pour faire ça. Il faut qu'on continue, nous, comme professionnels, comme enseignants, là, à se former. Donc, ça a été super bien reçu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et ça ouvre la porte pour terminer notre présentation. Ça ouvre la porte à la question de l'avenir, l'avenir au sens très large. L'avenir de l'approche philo, je pense qu'il est assez solide à l'école. On voit justement à donner des assises plus larges que nos seules 2 personnes. Mais la question qu'on peut se poser, et c'est une question qui pourrait intéresser tous les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui, est-ce que la formule est exportable dans d'autres milieux? Est-ce que c'est une formule qui est exportable? C'est assez... c'est une question délicate parce que d'abord, il y a une question d'argent dans un premier temps. Il y a une question d'argent, mais dans un second temps, il y a la question de la volonté d'implanter quelque chose. Nous, c'est pas notre projet d'une certaine façon. On ne s'est pas levé un matin en disant implantons de la philosophie pour enfants. Le projet vient d'en haut, il faut bien le noter, puis ça vaut la peine qu'on mentionne l'impact de la directrice Sylvie Drolet. Donc, ça vient d'en haut, ça accélère beaucoup et ça félicite beaucoup les choses quand il y a une volonté institutionnelle de libérer le chemin pour que les choses s'implantent. Alors, je pense que c'est les grands paramètres qu'il faut considérer quand on se demande si la formule, est-ce que quelqu'un dit, est-ce que mon école pourrait implanter cette formule-là? Je pense qu'il y a 2 éléments importants à considérer. Et c'est une question pour tous ceux et celles qui font de la recherche sur la question de l'avenir, l'implantation de la philosophie dans le milieu scolaire. Ce qui conclut notre présentation. Il nous resterait 15 minutes si vous avez des questions pour nous. Voilà, merci beaucoup pour cette belle présentation riche et vraiment intéressante avec